Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs, c'est mieux. Merci chers collègues. Alors simplement, une intervention en plusieurs points sur ce débat d'orientation budgétaire 2023. Tout d'abord, je pense que nous l'avons tous compris, c'est un document de transition, c'est comme ça qu'on doit le voir et qu'on doit l'appréhender. Alors, dans les propos de Xavier notamment, j'y reviendrai, on peut trouver un certain écho à ce que nous pensons, à ce que nous allons faire, à ce que nous devons faire. Mais simplement, s'il doit y avoir transition et document de transition, il faut qu'il y ait une partie bilan dans cette présentation. Sans quoi, faire une transition sur quoi, sur quelle base, il serait difficile d'envisager. Alors ce bilan des 5 ans de mandature, je me consacrerai aux 5 ans de cette collectivité unique, je ne remonterai pas sur les mandatures de 2015, c'est de dire que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, nous avons présenté systématiquement, année après année, des comptes administratifs de bonne facture. Alors, on peut toujours espérer mieux, mais nous avons toujours présenté des comptes administratifs de bonne facture qui ont permis et qui permettent encore à la collectivité de pouvoir porter ses projets, ses politiques publiques. Donc en soi, bien que les projections effectivement puissent être pessimistes, nous ne sommes pas dans une situation d'échec, mais bien dans une situation de réalisation des politiques que nous avons voulu porter, avec aujourd'hui effectivement un braquet à changer et un nouveau modèle à inventer. Alors, je parlerai très rapidement des difficultés aussi, parce que quand on fait un bilan, on ne peut pas d'un côté dire vous ne pouvez pas faire part des inconvénients, des difficultés, et de l'autre côté nous interdire aussi de récolter, je dirais, l'aspect positif des choses. Quand même, lorsqu'on se projette, 2018, la fusion, une fusion difficile, 3 collectivités, des modes de fonctionnement très différents. 2019, la continuité de cette fusion, puisqu'elle n'était vraiment pas évidente. Et 2020, le Covid, 2021, le Covid, 2022, la guerre en Ukraine. Alors ceci n'expliquant pas cela, mais c'est quand même aussi des années difficiles que nous n'avions pas connues précédemment, en tout cas pas dans ces proportions-là. Donc une fois que l'on a dit ça, pour revenir à cet aspect du bilan, il faut dire aussi que nous avons dû faire face, alors je passe les empreintes toxiques et autres, nous avons dû faire face aussi lors de la fusion à des choix qui, je pense, ont été partagés, mais qui pèsent lourd aujourd'hui dans les finances. C'est une politique sociale à destination de nos agents très favorable et très volontariste. Et ça, je crois que personne aujourd'hui ne peut revenir là-dessus. Les choix qui ont été faits de cette fusion par le haut ont entraîné des dépenses supplémentaires, mais aussi permis à nos agents d'avoir justement cette politique sociale à hauteur des ambitions de cette collectivité unique. Ensuite est venu aussi le combat politique de la Corsica Ferries. Alors, Xavier le disait, certes, 30 millions d'euros versés en investissement, mais pourrait-on parler des 100 millions d'euros de fonctionnement que nous avons versés en amende? L'un ne va pas sans l'autre. Ces 30 millions d'euros ne sont pas un cadeau, bien au contraire. Ils viennent, je dirais, ils viennent régler aussi un certain passif et ils viennent prouver ou démontrer, pour ceux qui en doutaient, et je salue là le courage politique aussi du président exécutif, que nous avons effectivement bien fait de ne pas inscrire dans un premier temps, et que l'État, de par ce versement à minima de cette somme, a reconnu aussi ses errements, notamment au titre du contrôle légalité. Donc oui, 30 millions d'euros versés, 20 millions à venir, mais 100 millions d'euros que la collectivité, que les corps sont versés à Corsica Ferries. Ne l'oublions pas tout de même. Sur la gestion, nous avons décidé ensemble, dès 2018, d'avoir une gestion, je dirais, par les ratios. Nous nous sommes appuyés sur ces ratios, capacité des endettements, l'épargne brute. Aujourd'hui, des ratios qui sont restés dans le temps très favorables. Certes, il y a une dégradation qui s'explique aussi par le contexte national, international et local ici, mais malgré tout, des ratios qui restent très acceptables et en dessous des seuils d'alerte. Ça aussi, il faut le dire, il faut le marteler. Nous ne sommes pas dans une situation difficile, nous sommes dans des projections difficiles. Mais aujourd'hui, nous devons le dire, les 5 années passées ont été maîtrisées avec une gestion que moi je qualifierais d'exemplaire. Alors, par la suite, nous allons parler des investissements. Sur ces investissements, justement, alors les premières années de mandature, j'étais jeune élu, je suis toujours, on a beaucoup entendu dire que les 3 collectivités investissaient plus. Force est de constater aujourd'hui que la collectivité unique investit plus que les 3 collectivités. Alors les effets se font sentir différemment. Il y avait d'autres méthodes aussi, d'autres coutumes, mais en tout cas aujourd'hui cette collectivité unique investit en 2022 340 millions d'euros. Alors certains iront sur des projets structurants, non structurants, d'autres y viront du saupoudrage. Moi j'y vois une vie économique à destination de nos entreprises.
et là je parlerai tout à l'heure justement des politiques sectorielles développées notamment par Alex Inchiguer, mais en tout cas cet investissement est présent. Nul ne peut aujourd'hui dire le contraire, les chiffres sont là, les chiffres sont têtus. Nous allons, sur 2023-2026, avoir cette volonté forte d'investir entre 350 et 400 millions d'euros. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, effectivement. Pour investir, il faut trouver des moyens d'investir. Ça passera forcément par des nouvelles recettes, ça passera aussi forcément par des recettes, par des économies sur le fonctionnement. Alors, pour m'associer à Xavier dans ce qu'il dit, effectivement, ailleurs, lorsqu'on a des difficultés financières, on fait soit appel à d'autres financements, ça peut être l'État, c'est souvent la collectivité de Corse, soit on va piocher un petit peu plus dans sa quinquennale, mais la quinquennale aide aux communes, c'est aussi la collectivité de Corse. Alors certes, ça vient en déduction de ce à quoi a droit une commune, mais ces 106 millions d'euros de dotation quinquennale, j'en parlais tout à l'heure, de la collectivité de Corse, c'est aussi un bonus pour les communes sur une compétence qui n'est pas obligatoire. Alors, sur le fonctionnement, on pourrait dire qu'on peut faire des économies. Xavier disait 0,12, 0,11, charge générale, charge de caractère général, ressources humaines. Mais dans ces frais de fonctionnement, je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit instant sur la partie sociale. Le président exécutif l'a dit, notre territoire a cette spécificité, c'est qu'il a à la fois la compétence d'une région et d'un département. Cette année, 204 millions d'euros de frais de fonctionnement pour le social. Comment réduire la fracture sociale? Si quelqu'un a cette solution magique, eh bien nous sommes preneurs, mais au vu du contexte, au vu de la paupérisation de la société, au vu de la précarité qui s'installe, plus de 18,5% des ménages corses qui vivent sous le seuil de pauvreté, comment aujourd'hui dire nous allons baisser la dépense sociale? C'est impossible, je pense que nous pouvons tous en convenir, c'est impossible. Dans le rural, dans le périurbain et dans l'urbain. Donc encore une dépense obligatoire sur laquelle nous n'avons pas de levier. Oui, nous avons certains leviers. Alors une année blanche, sur quoi? Sur l'aide aux communes, mais là aussi, paupérisation du rural. Comment un maire du rural pourra accepter que nous ne financions plus ou ne financions pas certains de ces projets? Ça paraît très difficile aussi. Alors la méthode proposée par le président exécutif, je pense que cette méthode, elle va s'imposer à nous. Il faudra une discussion, il faudra faire des choix, mais ces choix-là, ils devront être aussi portés collectivement, puisqu'ils impacteront non pas que la collectivité de Corse, mais toutes les collectivités. La collectivité de Corse irrigue l'économie corse de manière pyramidale. Mais si on veut changer le modèle, si on veut aller plus loin, il va falloir aussi qu'à la base, sur nos fondations, je parle de la strate communale, intercommunale, les satellites, on va parler des SIS, on va parler des agences et offices, il faudra aussi changer l'approche à l'investissement, l'approche au fonctionnement. Parce que dans cet hémicycle, on peut, les uns et les autres, avec notre casquette de conseillers territoriaux, dire qu'il faut changer les choses, il faut être plus rigoureux, il faut réduire l'aide qui peut être à destination des territoires. Mais la réalité, c'est que dès que nous revenons dans nos territoires, ce message-là est bien difficile à faire passer. Bien difficile à faire passer. Oui, fonctionnement, on y vient sur le fonctionnement, je vais continuer, Marité. Donc, sur le fonctionnement, les charges de personnel qui ont évolué. Je pense qu'on a oublié de parler d'une chose, le dégel du point d'indice, en année pleine cette année. J'aurai la curiosité de regarder les budgets des uns et des autres pour voir l'évolution des charges de fonctionnement dans les communes et les intercos, à la CAP comme ailleurs d'ailleurs, parce que ce dégel du point d'indice en année pleine aura forcément un coût, il ne peut pas en être autrement. Nous avons parlé de la dette. Cette dette, effectivement, aujourd'hui, nous avons une dette qui va approcher le milliard d'euros. Nous le dépasserons, nous ne le dépasserons pas, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que cette dette-là peut inquiéter. Mais aujourd'hui, en France, partout en France et ailleurs, eh bien, c'est la dette qui vient financer les budgets. Pour preuve, je vous prends la dette de la France depuis 2020, elle a augmenté de 580 milliards d'euros, pour une augmentation du PIB de 161 milliards d'euros seulement. La France est championne du monde, avec 3 milliards d'euros de dette, championne du monde de l'endettement. 3 000 milliards d'euros, elle est championne du monde de l'endettement. Donc il est facile aujourd'hui de pondre des accords le pacte de Cahors, de dire que nous devons rester sous le 1,5 ou le 2% d'évolution des charges de fonctionnement, quand on peut présenter des budgets qui ne soient pas à l'équilibre. Pour la collectivité de Corse, c'est bien plus difficile. C'est bien plus difficile. Pour revenir sur les politiques sectorielles, je vous le disais, alors nous avons eu ce matin quelques questions orales, mais où est-ce qu'investit la collectivité de Corse, tant en fonctionnement qu'en investissement? Les transports, la DSP Transport. Alors ce matin, nous sommes partis sur une opposition maritime et aérien, ce n'est pas notre vision. Ce qui est certain, c'est que là où on prédisait une catastrophe sur la DSP Transport maritime, nous sommes aujourd'hui dans une DSP qui a été adoptée, qui a été votée,
et qui est en fonction. La DSP aérienne arrivera aussi, nous serons là au rendez-vous, mais là aussi, une forte part de notre budget va à destination des transports, et c'est marqué dans le DOB. Donc pour cette politique-là, pas d'économie possible. Sur le logement, le président exécutif le disait, aujourd'hui ces politiques, je dirais, très, très proactives au cœur même des territoires, notamment sur Una Casa per Tutti. Je pense qu'aujourd'hui c'est une politique qu'on ne peut plus se passer, sauf qu'on est passé de 9 millions à 19 millions en l'espace de 3 ans. Ça veut dire que ça fonctionne, mais comment arrêter ça aussi? Quand on est dans le développement du rural, par exemple, 34 millions à disposition des offices HLM CAPA et l'office HLM de Corse. Là aussi, 2000 logements qui ont été rénovés ou qui ont été construits. Un plan très ambitieux. Là aussi, la dépense sociale, en étant du fonctionnement, comment stopper ça? Eh bien, aujourd'hui, il faudra faire des choix, mais ce n'est pas évident. Enfin, l'équité territoriale, je le disais, 2015-2019, dotation quinquennale, 90 millions d'euros. 2020-2024, 106 millions. Certes, il y a 16 millions de plus. Peut-être pourrions-nous discuter de ces 16 millions, mais ce que les communes accepteraient, et ce n'est peut-être pas la vision de l'exécutif. En tout cas, ça passe par une discussion beaucoup plus large. Parce que ce qui va faire ici un simple battement d'aile de papillon fera à l'étage ou à la strate inférieure une catastrophe économique pour les communes, par exemple. Donc la langue et la culture, je laisserai à Sainte-Vanne y en parler tout à l'heure. L'économie, pour y venir, nous sommes avec Alex Vinciguer en train de travailler aussi sur la future signature de la convention du SRD2I, notamment avec la CAB et d'autres intercours, nous l'espérons. Nouveau modèle économique qui a été développé, qui a été expliqué, qui devrait permettre, nous l'espérons, d'avoir de nouvelles recettes. Enfin, pour conclure, je viendrai sur ce changement de modèle. Une chose est sûre, on peut avoir une vision politique de la chose, on peut avoir chacun, je dirais, des sensibilités sur ce modèle économique et cet aspect financier, mais nous partageons tous aujourd'hui une certitude. Le modèle que nous avons défendu pendant des années, les uns et les autres, antérieurs à ces mandatures, mais aussi bien plus loin dans le temps, ce modèle-là touche à sa fin. Il faudra se réinventer, il faudra, nous l'avons dit, trouver des nouvelles recettes, soit à droit constant. Ça peut passer aussi effectivement, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons par de nouvelles taxes. Mais aujourd'hui, dans le contexte, ça paraît difficile. Ce qui est certain, c'est que cette fragilité budgétaire devient une évidence pour tous. Alors, si nous avons décidé de faire cette présentation en disant que c'est un budget de transition, c'est parce que d'un côté, nous défendons effectivement les 5 ans passés, et aujourd'hui, l'heure est venue. L'heure est venue aussi parce que le contexte le permet. Si les discussions venaient à reprendre ou à commencer avec Paris, en tout cas, aujourd'hui, il y a cette autonomie fiscale à trouver, à défendre, à inventer, à travailler, à proposer. Et c'est là que nous devrons tous ensemble proposer un vrai projet de société qui conviendra à tous les Corses. Alors là-dessus, j'ai envie de vous dire, avant de laisser la parole donc, à Hyacinthe et ensuite à Romain, nous le ferons à 3 voix, c'est que ce processus qui paraît historique pour certains, moins pour d'autres, aujourd'hui, une évidence, c'est qu'il devient vital pour tous. Merci. Ringraziabi